ouvrir ce grand angle avec un enjeu particulièrement préoccupant pour notre environnement, la pollution, la combustion au charbon, la surpopulation sur les routes, de phénomènes menaçants pour les villes chinoises, plongées parfois pendant des jours dans une brume toxique. Le dernier pic de pollution qui a duré une semaine a suscité, vous vous en doutez, la colère des Chinois qui dénoncent l'inaction des autorités. Andrea Benisti. Difficile d'y voir clair au milieu de la brume. À cause de ce brouillard, certainement pas la météo, mais la pollution qui atteint régulièrement des pics records en Chine. En alerte rouge, le pays est contraint à prendre des mesures d'urgence. Fermeture des autoroutes, annulation de centaines de vols, circulation alternée et fermeture d'usines polluantes. Une paralysie nécessaire à la protection de près de 460 millions d'habitants vivant dans le brouillard particulièrement épais au nord de la Chine. Si je sors sans masque, j'ai l'impression de ne pas pouvoir respirer et je tousse. À long terme, les particules peuvent provoquer des cancers. Face à la récurrence des pics toxiques, certaines provinces du Nord les plus souvent touchées comme à Hebei rechignent à imposer la mise en place de mesures nécessaires comme la fermeture des établissements scolaires. Une inaction des municipalités qui suscite la colère de près de 11 millions d'habitants qui ont patienté plusieurs jours durant le dernier pic avant de voir les maternelles et les crèches fermer leurs portes. Il y a tellement de voitures et les usines ne s'en préoccupent pas. Le gouvernement doit faire quelque chose pour réduire le nombre de voitures et forcer les usines à être plus respectueuses de l'environnement, à ne pas recracher autant de CO2. Outre les mesures d'urgence tardives, la priorité pour la Chine, lutter contre la pollution à long terme. L'Empire du Milieu prévoit d'installer plusieurs murs végétaux capables d'absorber les 25 tonnes de dioxyde de carbone générées chaque année d'ici 2018. Et une pollution de l'air qui est accentuée par la combustion de déchets plastiques non biodégradables, des sachets, des bouteilles en plastique particulièrement envahissants, notamment en Indonésie. Et face à ce fléau, un jeune entrepreneur de l'île de Bali s'est lancé dans un business plutôt original, Julie et beau, fournir une alternative biodégradable au plastique. Racontez-nous. Oui Valérie, Bali ce n'est pas uniquement les belles plages de sable fin ou les eaux turquoises à perte de vue. Bali c'est aussi des montagnes de déchets plastiques qui échouent chaque jour sur les côtes. Alors lassé de voir les plages indonésiennes polluées par les bouteilles, les boîtes, les sacs et autres produits en plastique, Kevin Kumala, ce jeune entrepreneur de 32 ans, s'est lancé dans la production de sacs plastiques biologiques et autres récipients biodégradables qui ne génèrent aucun résidu toxiques. Des pailles en papier, des boîtes à base de canne à sucre et des sacs en manioc, une racine tropicale abondante en Indonésie. Des sacs qui, en plus d'être efficaces, ont une véritable particularité car, si vous voulez, après avoir servi pour les courses, ils peuvent être brûlés ou bien même se déchirer en petits morceaux. Et encore plus surprenant, si vous plongez ces sacs plastiques dans un verre d'eau chaude, vous pouvez boire une boisson totalement comestible. Et en plus, ces sacs présentent l'énorme avantage de préserver l'espèce marine. Écoutez. Nos sacs sont tellement écologiques qu'ils ont réussi les tests de toxicité alimentaire. Ils sont inoffensifs pour les animaux. Donc en le buvant, je vous prouve qu'il est vraiment inoffensif et qu'il peut donner de l'espoir en ce qui concerne les animaux marins. Alors en résumé Valérie, les sacs en manioc de ce fameux Kevin Kumala se dissolvent instantanément dans l'eau, alors que la biodégradation des sacs plastiques conventionnels fabriqués à partir de produits pétroliers, mettent à peu près jusqu'à 400 ans pour pouvoir être biodégradés. Donc à vous de choisir. Oui, des belles initiatives et prometteuses, Julie et beau, mais en attendant, l'Indonésie qui peine quand même à réduire ses déchets plastiques. Oui Valérie, le ramassage des ordures et des systèmes d'élimination des déchets sont insuffisants pour faire face à l'usage du plastique qui ne cesse d'augmenter. Aucune aide publique dédiée à la réduction des déchets plastiques n'est actuellement mise en place. Les alternatives bio dans ce pays n'ont été quasiment inexistantes. Et d'ailleurs, selon une étude américaine, l'Indonésie est le plus gros producteur de déchets plastiques dans l'océan après la Chine. L'Indonésie risque donc d'être submergée par l'accumulation des déchets en plastique et Kevin Kumala sait rendre cette menace bien évidente, bien concrète. Regardez. Rien qu'en Indonésie, avec ses 255 millions d'habitants, si on regarde les pailles en plastique, ça fait 20 cm de plastique jeté par 255 millions de gens chaque jour. Au total, ça fait 5000 km de plastique jeté chaque jour. C'est la distance entre Jakarta et Sydney.
Oui, dernièrement Valérie, les autorités envisagent de rendre les sacs plastiques payants, une mesure qui a fait ses preuves dans de nombreux pays, qui a permis également de réduire considérablement l'usage du plastique. Et d'ailleurs, en Israël, nous aussi, c'est le cas depuis janvier dernier, les sacs plastiques dans les supermarchés sont devenus payants. Merci Julie Beau, votre voix en vous va très bien. Et la Silicon Valley indienne est victime de son succès avec la brutale explosion démographique. Les déchets se sont multipliés à Bangalore, ancien paradis pour les retraités. Et face à ces montagnes d'ordures accumulées, vous imaginez le mécontentement qui gronde chez les habitants. Et les autorités doivent se retrousser les manches. Regardez. Celle qu'on surnommait la cité des jardins, aujourd'hui jonchée de parterres d'ordures. Bangalore attirait surtout les retraités en quête d'air pur, avant de devenir la Silicon Valley indienne. Mais victime de son développement urbain effréné, les poubelles se sont empilées. Comme ici, à 2 pas d'une usine de traitement de déchets, autrefois fermée, qui a dû rouvrir en 2013, et peine à contenir l'afflux. Cette puanteur, c'est indescriptible. Elle peut arriver n'importe quand. Ça pue tellement que ça peut vous réveiller en pleine nuit. Vous fermez les portes, mais impossible d'y échapper. J'ai une rhinite allergique, qui est l'une des nombreuses maladies respiratoires que l'on développe lorsqu'on est exposé à des niveaux élevés de pollution. La direction de l'usine assure que ces tuyaux filtrant les odeurs seront bientôt mis en marche. Mais le problème est bien plus vaste. En 20 ans, la population de Bangalore est passée de 3 à 8 millions et génère désormais 3500 tonnes d'ordures par jour. Et faute de lieux appropriés, une partie de la population se débarrasse de ces ordures en les abandonnant simplement dans la rue. Un délit contre lequel la municipalité entend lutter grâce à une centaine de caméras de surveillance. Nous remonterons la piste de ces personnes, nous demanderons aux gens s'ils les connaissent. Ensuite, nous les informerons que si ça se produit à nouveau, nous déposerons une plainte et leur ferons payer une amende. Autre initiative, équiper les bennes de ramassage de puces GPS pour vérifier en temps réel qu'elles effectuent bien leur tournée. Mais pour les groupes citoyens, les autorités n'en font pas assez. Cela a plus à voir avec leur façon d'agir face à la situation. Pour nous, elles passent plus leur temps à éteindre des feux qu'à s'attaquer au problème dans sa globalité. Si les caméras de surveillance ne fonctionnent pas, la mairie de Bangalore envisage une méthode plus pragmatique, mobiliser d'anciens militaires pour faire la chasse aux pollueurs sauvages. Alors on l'a compris, la pollution qui est un problème que l'on rencontre partout dans le monde et en Macédoine. Sarah Jamis, ce qui inquiète les écologistes, c'est les grands projets d'infrastructures. Racontez-nous. Tout à fait Valérie, pour booster le tourisme de la ville d'Ohrid, le maire envisage de construire plusieurs infrastructures, notamment des hôtels, une station de ski, une route et même une marina sur le lac. Ces travaux ne sont pas au goût des défenseurs de l'environnement qui voient là une menace sur l'écosystème du lac. Et qu'est-ce qu'il a de spécial ce lac alors ? Alors la ville d'Ohrid est en Macédoine la capitale touristique, connue pour ses festivals de musique électro, pour ses églises, mais aussi et surtout pour ce lac. Le lac d'Ohrid est l'un des plus vieux lacs du monde. Il a 3 millions d'années. Il s'étend sur 358 km et surtout, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon, d'accord. On voit ça sur les images. C'est vrai que ça a l'air absolument magnifique. Voilà, il abrite en fait 50 hectares de marais, des milliers d'espèces végétales et animales qu'on ne trouve nulle part ailleurs, Valérie. Et donc, du coup, ces militants écologiques, comment ont-ils décidé d'agir ? Ils ont décidé en fait tout simplement de mener campagne pour dire non à ces travaux de masse. Ils ont voulu sensibiliser au plus grand nombre aux questions écologiques. On écoute d'ailleurs une avocate spécialisée en droit de l'environnement nous expliquer pourquoi une telle opposition. Alors, la raison pour laquelle nous avons lancé la campagne d'un point de vue légal et pour avertir le public concerne les projets d'infrastructures prévus, le nombre de projets d'infrastructures prévus, le type de ces projets et le montant de ces projets. Le problème est que si vous combinez tous ces projets, cela veut dire que vous pouvez simplement dire au revoir au site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et les autorités, elles répondent quoi devant cette campagne ?
Au niveau national, le gouvernement se veut rassurant et au niveau local aussi d'ailleurs, puisque le maire a assuré que les normes environnementales seraient respectées. Il a notifié que sa priorité était de rassembler 54 millions d'euros afin de moderniser le réseau d'assainissement de l'eau pour protéger justement le lac. Les militants, quant à eux, ont réagi en disant qu'ils n'étaient pas opposés à un développement, mais qu'ils exigeaient une certaine transparence quant au lac et à l'écosystème. Pour cela qui représente vraiment un joyau pour tous les défenseurs de la nature. Merci Sarah, merci Julie. Et depuis des décennies, le lac Mandchar héberge un village flottant dont les habitants vivent de la pêche. Mais les eaux usées qui se déversent dans le plus grand lac du Pakistan depuis 30 ans l'ont rendu complètement invivable pour les poissons comme pour les pêcheurs. Regardez. Un village au fil de l'eau. Le lac Mandchar, la plus vaste étendue d'eau douce au Pakistan, héberge la tribu de pêcheurs des Mohana depuis des siècles. Mohamed Youssouf est né et a grandi sur ces eaux, tout comme son épouse et leurs 9 enfants. Mais rien n'est plus comme avant. Quand on était enfant, on vivait bien. Il y avait toutes sortes de poissons et aussi plein d'espèces d'oiseaux différentes. On gagnait bien notre vie. Quand mon père partait pêcher, il revenait avec plus de 100 kilos de poissons. Maintenant, c'est différent. Il n'y a plus de poissons parce que l'eau est polluée. Tout a basculé dans les années 70 quand les autorités ont construit une série de drains et canaux. Depuis, les eaux usées de la province se déversent ici, sans traitement. Elles viennent de l'agriculture, avec leur dose d'engrais et de pesticides, mais aussi de l'industrie ou encore des égouts des grandes villes. Dans les années 2000, des travaux ont été lancés pour les acheminer ailleurs, mais le projet est à l'arrêt faute de fonds. Ce lac est un don de Dieu, c'est une bénédiction. C'était la responsabilité principale du gouvernement d'en prendre soin et de l'embellir. Mais toute sa beauté a été ruinée. Le mode de vie des habitants a été détruit et c'est toute une civilisation qui est en train de disparaître. Ça fait mal de voir ça. La pêche a chuté de plus de 15 000 tonnes par an dans les années 70 à quelques milliers ces dernières années. L'eau, elle, n'est plus potable et les légumes ne poussent plus sur le limon. Privés de ressources, de nombreux pêcheurs n'ont eu d'autre choix que de s'exiler, mais la vie sur Terre est encore plus rude. On n'a pas accès à l'eau ni de système de filtration. Personne ne se soucie de nous. Mes bateaux ont été détruits dans une tempête et des inondations. Aujourd'hui, on est si pauvre qu'on n'a même pas un ustensile de cuisine. Mohamed a peur de connaître le même destin. Il estime que son bateau tiendra encore 5 ans, mais après il n'aura plus les moyens de le réparer. Aujourd'hui, il ne reste qu'une quarantaine de barges comme la sienne. Si rien n'est fait pour sauver le lac, c'est tout le village flottant qui risque de disparaître.